Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Le Conseil de la concurrence vient de publier dans le cadre d'une saisine d'office un avis inquiétant sur le fonctionnement concurrentiel du marché du livre scolaire. Il en ressort principalement que le modèle économique de ce livre est contre-productif, qu'il repose sur une offre et une demande artificiellement soutenues par des fonds publics et semi-publics et qu'il est en total déphasage avec la réalité économique du marché. Un marché verrouillé et très concentré avec beaucoup de gaspillage et une qualité de manuel de plus en plus médiocre. Comment en sommes-nous arrivés à cette situation? Comment expliquer ce profond dysfonctionnement du marché et de la qualité des manuels scolaires? À quoi ont servi les nombreuses et successives réformes du système de l'enseignement au Maroc? Et quelles réformes faut-il mettre en place pour garantir un accès équitable aux manuels scolaires et améliorer leur contenu et la qualité de l'enseignement pour essayer de répondre à ces questions et y voir un peu plus clair dans cette situation, il faut le dire, chaotique? Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Driss Khrouz. Bonjour, Chercheur universitaire, bonjour Monsieur Khrouz, et ancien directeur de la Bibliothèque nationale du Maroc. Alors, je vais commencer parce qu'on parle beaucoup de marché dans cet avis du Conseil de la concurrence. Est-ce qu'on a un marché du livre scolaire au Maroc? Un véritable marché? Non, il n'y a pas de marché de livres, et en tout cas pas concurrentiel du tout. Ce qui fait parler du marché concurrentiel du livre scolaire ou du manuel au Maroc est anachronique. Il n'y a pas de concurrence. Pour la simple raison que, aussi bien en amont, au niveau de la conception, qu'en aval, au niveau de la distribution, en passant par toutes les phases de la filière, c'est un mélange, je dirais, asymétrique entre des directives administratives et des intervenants privés. Mais aucun ne maîtrise la filière, ni l'acteur en amont, le ministère, et les commissions qui doivent se réunir et qui en principe et qui n'ont pas fonctionné depuis 2008, dit le rapport, mais en fait bien avant. Bien avant, parce que j'ai vécu cette période moi-même. Oui, parce que vous étiez... Aussi bien au niveau de l'aval, où le métier d'éditeur, d'imprimeur au Maroc est biaisé. Et biaisé, quand je dis biaisé, je ne en aucun cas porte un jugement de valeur. C'est un métier très très difficile. Toute l'édition au Maroc connaît de graves problèmes, que ce soit les livres en général et le manuel scolaire en particulier. Oui. Donc, dans ce domaine, et vous avez raison, c'est anachronique, c'est bloqué, parce que finalement, toutes les réformes n'ont pas été poussées jusqu'à leur contenu global et articulé. Les évaluations n'ont jamais été faites suffisamment, et en tout cas n'ont jamais été faites par des gens extérieurs au système. Absolument. Et donc on demande à ceux qui font les cahiers de charges et puis les cahiers de prescription spéciale, et on demande aux éditeurs d'évaluer, de programmer, ils sont jugés partis. Oui, il y a conflit d'intérêts, ils sont jugés partis. Conflit d'intérêts quand on voit que la conception des manuels en termes de conception, elle est faite par les responsables du ministère. Oui. Et quand on voit que la majorité des manuels sont conçus par des gens nouveaux ou anciens du ministère, c'est la même culture qui continue. Je ne veux en aucun cas incriminer les personnes. Ce que je veux dire, c'est que la réforme issue du travail de la commission spéciale COSEF en 2000, qui s'est réunie en 2019 et qui a et qui a rendu son travail et qui a abouti, entre autres, à cette proposition en 2002, fait partie d'un ensemble et fait partie d'une dynamique. Or, l'ensemble n'a pas été mis en place. La preuve, toutes les réformes de l'enseignement, il y en a eu tellement. Tellement, et ça va continuer. Il y en a eu en 2000, il y a eu celle de 2000, en 2002, en 2008, 2013-14, 2017, 2019, 2015-2030, la stratégie, la vision globale, etc. Mais c'est normal qu'il y ait cela pour plusieurs raisons dont on n'a pas aujourd'hui à parler, parce que ce n'est pas l'objet. C'est que tout simplement, on a laissé les choses pourrir, et quand on s'y est mis, et on s'y est mis, avec notamment la charte de l'éducation et de la formation, et tout ce qui se fait depuis
relève de cette envie de changer les choses. Mais quand on change des éléments épars et des éléments partiels dans un tout qui est articulé, il y a des effets d'entraînement vers le bas. Et le manuel scolaire fait partie de cette dynamique. Oui. Fait partie de cette dynamique. Oui. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que, pour répondre à votre question, et je vous laisse effectivement aller dans le sens que vous souhaitez, il n'y a pas de marché, encore une fois, mais surtout pas de concurrentiel. Et encore moins concurrentiel. Encore moins. Avant de passer au contenu qui est très 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 important, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le contenu des manuels scolaires et sur le niveau des élèves et sur les valeurs qu'on leur communique, il y a quelque chose de complètement paradoxal. Le livre scolaire est très cher, il est hors de prix, trop cher pour les bourses des Marocains, et il n'est pas rentable pour les professionnels alors qu'ils touchent des subventions. Comment expliquer ce paradoxe? Le paradoxe, il relève d'une appréciation, à mon avis, imparfaite. Et j'étais, à l'époque, parmi ceux qui ont conçu ce système. En 2002, j'étais dedans. Oui. J'étais dans Parce que vous étiez chef de cabinet du ministre de l'Éducation. Voilà. Et donc, la libéralisation, elle est issue des recommandations de la COSEF, dans la charte de l'éducation. Elle relève d'une bonne intention, mais d'une mauvaise vision. Bonne intention parce que le marché, le livre était conçu dans sa globalité par des fonctionnaires du ministère, qui beaucoup étaient des anciens pédagogues, le sont de moins en moins, le sont devenus de moins en moins. Et donc, il est conçu dans des commissions et dans des urgences. Quand on conçoit 27 à 30 millions de manuels, c'est énorme. Et souvent, ça se fait à la dernière minute. Et en été, les maisons d'édition sont dépassées. Et les imprimeries aussi. La preuve, c'est qu'une grande partie se fait à l'étranger, mais pas simplement pour cela, pour des questions de prix aussi. Et donc, tout cela fait partie d'une vision. La vision, c'était quoi? Des commissions qui devaient élaborer la vision des programmes et les éditeurs, pas les imprimeurs, les éditeurs, qui doivent avoir des conseils scientifiques, qui doivent faire travailler des cadres, des pédagogues, qui doivent travailler avec des universitaires, doivent élaborer à partir d'un même programme plusieurs visions différentes, mais convergentes de la méthode, des pratiques et des curricula, de façon à développer chez l'élève et surtout chez l'enseignant, une vision nationale des programmes en termes de valeur, en termes de finalité et en termes de produit final. Qu'est-ce qu'on veut de cet élève à la fin du primaire et puis dans le collégial et puis dans le secondaire? Mais une fois que ce cadrage est fait, à travers une régulation, il faut donner la possibilité à des méthodes différentes, pas des opinions différentes, pas des points de vue différents, à des méthodes différentes de se conjuguer et que le guide de l'enseignant, lui, doit avoir une espèce de tendance de façon à déterminer les éléments, à ce que d'une année à l'autre, les méthodes ne changent pas quand le professeur change, et que le guide de l'enseignant trace la trajectoire. Et il détermine la trajectoire et il détermine le cheminement. Mais dans le cadre de ce cheminement, on développe, à travers les 3 ou les manuels, les 3 ou les 4 manuels, on développe chez l'élève l'esprit critique. On lui donne des choix et on l'aide à développer une intelligence en termes d'initiative, mais sur la base d'un socle commun. Ce qui s'est passé, c'est que le socle commun est devenu flou, les méthodes ont tellement évolué et de changement en changement, les différentes commissions ne se sont pas réunies, ni celle des prix, et que le travail de conception est devenu routinier. Et on voudrait, dans ce cas, que ce soit des éditeurs qui, la plupart du temps, sont éditeurs, imprimeurs, distributeurs eux-mêmes, qui ne sont pas professionnels pour la majorité, parce que même ils vivent des conditions difficiles. Oui, parce qu'il y a 70 maisons d'édition, mais parmi les 70, qui sont véritablement professionnels ou la majorité, pas plus d'une dizaine peut-être. La majorité ne le sont pas. Ouais. Beaucoup d'entre elles fonctionnent par des croisements. Des croisements des mêmes familles, des mêmes capitaux. Beaucoup d'entre elles s'attendent à combler les déficits de chiffre d'affaires à travers le livre scolaire, dont le prix fixé.
et qui est un service public. Oui. Parce que l'édition au Maroc ne marche pas. Oui. En général, 2000 livres, dont 40 à 50% sont des livres à compte d'auteurs. Les maisons d'édition n'ont pas les moyens d'avoir des conseils scientifiques. Oui. Alors, pour donner un petit peu une idée du gaspillage aussi, alors le livre scolaire, c'est chaque année entre 25 et millions d'exemplaires, et c'est des manuels jetables, parce que chaque année, on en imprime de nouveaux, et avec des modifications minimes, et parfois pas pour améliorer. Et donc, gaspillage des deniers publics, perte énergétique, gaspillage même écologique. Qu'est-ce qui fait que... c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi être obligé à chaque année d'imprimer de nouveaux manuels? Parce que les réformes sont totalement inachevées au Maroc. Et depuis la COSEF... Parce que ce n'était pas le cas il y a 30 ou 40 ans. C'était pas le cas parce que... avec le même manuel pendant une décennie. Parce qu'il y a à mon avis, on a inversé la démarche. Au lieu de considérer que c'est le professeur, l'enseignant, qui est la clé de voûte du système de l'enseignement, on a voulu encadrer l'enseignant pour combler les déficits de formation des enseignants. Alors, on ne va pas en discuter, mais ça relève de cette époque où, pour des raisons budgétaires, on a supprimé un certain nombre d'écoles de formation des enseignants. Et donc, on recrutait des enseignants sans formation. Et quand un enseignant ne maîtrise pas les langues et que lui-même, il est issu d'un enseignement général où la pédagogie est médiocre à l'université, et je suis un professeur d'université. Quand la pédagogie est médiocre, l'esprit critique est combattu. Et en plus, il y a des professeurs ou des enseignants qui dévient même le contenu du manuel scolaire et qui peuvent aller vers des idées conservatrices, sexistes. Ça existe. Et qui sont souvent, pas souvent, des fois, des idées qui n'existent pas dans les manuels. Ouais. Et donc, au lieu que que le manuel soit un support qui complète le cours, on a eu tendance à charger le manuel de trop de vertus, de trop d'objectifs. Il y a aussi une autre raison qui est importante, c'est que, et quand j'ai dit tout à l'heure, je disais que c'était un bon objectif, mais que nous avions mal servi à l'époque. C'est que tout simplement, le livre ne peut pas être une marchandise. Aujourd'hui, c'est devenu un produit commercial. De mauvaise qualité, dans un marché qui est totalement asymétrique, difforme et anachronique. Le livre est un service public. Je ne veux pas dire qu'il faut que l'État fasse tout. Je ne veux pas dire qu'il faut que l'État distribue des subventions à la va-vite. Je dis que, comme beaucoup de produits, comme la santé, comme la sécurité, comme un certain nombre de services publics, il fait partie des utilités sociales. Et donc, c'est au rôle de l'État de revenir en charge pour que les professionnels trouvent leur place et vivent de leur métier, à condition qu'on exige d'eux qu'ils soient véritablement professionnels et qu'on les accompagne pour qu'ils se restructurent. On a donné à des professionnels qui n'ont pas eu le temps de se structurer un objet à fabriquer, au lieu d'être un guide pédagogique, culturel, transmetteur de valeurs, formateur de personnalités, de citoyens de demain, il est devenu une espèce de paquet qui est recyclé, et on va ceci, on va cela. Et eux-mêmes, n'ayant pas les moyens, souvent, ils grignotent sur la qualité, d'autant plus que tout est devenu cher. N'étant pas professionnel et le livre étant cher au Maroc, ils externalisent en Espagne, au Portugal, en Égypte, en Italie, ailleurs, ce qui fait que le marché n'a pas été structuré parce que le rôle de l'État en amont n'a pas joué le rôle de restructuration. Je vous donne 3 exemples, 3, et je ne veux pas être lent. Le premier, c'est laisser la conception du contenu, même si je sais que les curricula sont pensés au ministère, mais ils sont pensés souvent par des cadres
très compétents, mais qui sont pris entre 1000 choses. L'urgence, le poids de la pression des écoles, 7 millions d'élèves au Maroc, c'est pas énorme. C'est pas facile, c'est énorme. Oui. Des professeurs qui sont formés, qui sont informés, ils sont des contractuels, ils ne sont pas des contractuels, ils font des grèves, ils ne font pas des grèves, les programmes ne sont pas terminés, la majorité des enseignants ne vont pas jusqu'au bout, la formation des enseignants a été amputée d'un certain nombre de choses. Donc le ministère de l'Éducation nationale, il est victime de l'urgence. Deux, les prix doivent être pensés non pas par l'enseignement, mais par des professionnels qui pensent l'enseignement en fonction des pouvoirs d'achat, en fonction de ce que le Maroc, État, stratège, quand je dis État, je ne dis pas ministère, j'ai dit État dans sa globalité, en termes de coordination, commission interministérielle, des experts et des visionnaires qui projettent la question sur 10, 15, 20 ans. Et on continue. Or, qu'est-ce qui se fait? C'est que d'une année à une autre, nous avons fait à l'époque, je ne sais pas si c'est valable, une étude. Un ministre de l'Éducation nationale au Maroc, depuis l'indépendance, c'est 1 an et demi dans son poste. C'est ça. On ne peut pas faire des miracles. Et troisième chose, et je termine par là, on oublie que la culture, et nous parlons de l'édition, de l'impression, de la distribution du livre scolaire, mais ce n'est qu'un exemple, c'est une industrie. Une industrie, ce n'est pas de l'informel. Ce n'est pas des gens qui se mettent à distribuer le livre au mois de septembre et puis de vendre Shbakia au mois du Ramadan, et de vendre des fruits au mois de juin, et de vendre des vêtements chinois ou autres. C'est des métiers. Et donc les métiers, il y a des entreprises. Et ça rejoint le problème de l'économie en relation avec le livre, en relation avec l'industrie, et que le prix n'est pas un indicateur ici, ni de l'utilité, ni de la rareté, ni de l'objectif que l'État veut atteindre en termes de service public. Oui, parce qu'il y a un problème, il y a le problème du contenu qui est essentiel. Qui valide ces contenus? Est-ce qu'il y a des experts externes, des pédagogues pour avoir un bon contenu qu'on n'aura pas besoin de changer chaque année? Et puis le nombre, la quantité de livres, parce qu'il y a une quantité énorme de livres, et puis finalement le savoir qui est donné à l'élève, finalement, l'élève à la limite se perd dans ce tas de livres, travaux pratiques, alors qu'avant on pouvait former de bons élèves avec 2 manuels, un manuel d'arabe, un manuel de français, un manuel de mathématiques. Mais il y a aussi le côté économique, et je voulais juste parler c'est une véritable manne financière, parce que cette manne est estimée à 400 millions de dirhams pour le livre scolaire, plus 800 millions de dirhams pour les livres préscolaires, dont la moitié échappe à l'industrie nationale, parce qu'ils sont imprimés à l'étranger. Moi, je voudrais savoir à qui profite justement ces situations chaotiques et ce marché du livre scolaire. Qui empoche tout cet argent? Qui empoche, d'abord, il y a énormément d'intervenants. Deux, ce sont des intervenants qui ne sont pas structurés. Il y a énormément de gaspillage. Il n'y a pas d'économie d'échelle. La filière ne fonctionne pas. Quand je dis filière, je peux vous donner des exemples. L'impression, la plupart du temps, elle est faite selon des moyens qui ne sont pas au top de la technologie. Les éditeurs eux-mêmes sont des éditeurs qui souvent se battent entre le livre scolaire, le livre à compte d'auteur, le livre à compte d'éditeur, et ce qui fait que cette dispersion des moyens fait que malheureusement, ça ne profite même pas à des entreprises pour qu'elles se restructurent. Il y a évidemment des rentes. Il y a des gens, des personnes, des institutions qui profitent de ce système de façon, je dirais, abusive. Mais je dirais tout simplement que dans cette histoire, tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant. Et que même les rentiers, il y en a, même les rentiers, finalement, ils ne sont pas suffisamment implantés pour que ce qu'ils gagnent puissent le rapporter. Je pose une question, moi, et à laquelle je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai jamais eu de réponse sur la marge bénéficiaire des professionnels. Je ne sais pas. Est-ce que l'État, puisque c'est un service public régulé en amont et que le prix est fixé par l'État et que l'État a subventionné dernièrement 25% et que l'INDH, à travers les millions de cartables, apporte 550 millions et demi de dirhams par an, est-ce que l'État est en droit de demander à ses professionnels, 1, de distribuer des salaires décents, 2,
de recruter des cadres, le taux d'encadrement doit être élevé. 3, d'avoir des marges bénéficiaires décentes et que le prix du livre soit accessible aux consommateurs, ce qui n'est pas. Et je répondrai à votre question. Moi, je ne suis pas persuadé qu'il faille 3 à 4 manuels pour une matière par élève et qu'il faut changer chaque année. Ce que je dis, et je n'arrête pas de le dire depuis plusieurs années. Et là, on arrive justement aux recommandations. Non, justement, parce que c'est ça, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais le Conseil a fait des recommandations, mais je voudrais connaître ce que vous proposez, vous, parce que vous étiez dedans et vous êtes toujours dedans, parce qu'il ne s'agit pas que du livre, hein. Ce n'est pas que le livre scolaire, le problème est beaucoup plus grand que ça. C'est tout le système d'enseignement. Avec quoi on peut commencer? Le rapport du Conseil l'aborde. Il l'aborde et il le reprend en ayant lu la charte de l'éducation qui a été publiée en octobre 80, qui a été faite en octobre 2000. Notamment, on ne va pas jouer à l'expert, l'article 107 et 108, ils essayent de faire supporter au manuel les carences de l'enseignement. L'abandon scolaire, l'absentéisme des professeurs, l'évaluation PISA de l'OCDE, le fait qu'à partir d'un certain niveau, 7e année, la majorité des élèves ne maîtrisent ni l'arabe, ni le français, ni les mathématiques, ni la dictée, etc. Je crois que ce n'est pas de la faute du manuel scolaire. Et je crois qu'aujourd'hui, les responsables en sont convaincus. Le maillon faible et fort de l'éducation nationale, c'est le professeur. Quand le professeur est bien formé, le manuel qui doit être un seul manuel pour l'élève et un guide pour le professeur, il faut qu'il soit ouvert. Il faut qu'il donne des voies. Par exemple, on dit qu'il y a une conception du contenu à partir des directives de la direction des curricula. Et puis on donne des méthodes différentes. Celui qui doit donner les méthodes différentes, c'est l'enseignant, ce n'est pas le manuel. Alors qu'aujourd'hui, le problème, c'est que l'enseignant, enseigner, ce n'est plus une vocation, c'est une solution de repli pour plusieurs enseignants. Parce qu'on fait sous la pression du poids démographique, sous la pression de la démocratisation de l'enseignement, et tant mieux. Sous la pression de la généralisation de l'enseignement, et tant mieux. Des chômages, les doctorants... On devrait les former. Oui. On devrait les former. Quand à l'époque, les NS... Les diplômés chômeurs, oui. Les NS et l'ICPR à l'époque, ils ont formé des générations magnifiques d'enseignants, d'inspecteurs pédagogiques, d'inspecteurs de planification, de directeurs d'établissement. Et que donc, ce qui se passe, c'est sous la pression qui est énorme, sous la pression politique, sous la pression des rentrées, sous la pression des médias, sous la pression des parents, le ministère, laissé à lui seul, fait que les responsables font tout. Je dirais que ce ne sont pas les responsables qui doivent déterminer les contenus des enseignements. C'est des commissions d'experts avec des politiques dans le cadre des orientations générales. Oui, et ces commissions, malheureusement, elles ne se réunissent plus, elles valent plus grand-chose. Depuis 2008, rien n'est fait. C'est pour ça que je dis que cette réforme, qui était partie de bonnes, pas simplement des intentions, de très bons diagnostics, devait continuer sur la base de réformes et de structures pour qu'il y ait une industrie du livre, qu'il y ait des professionnels du livre, qu'il y ait des concepteurs de contenu, et que le ministère, avec les universitaires, avec les experts, avec les politiques, avec les associations, détermine le contenu. Ce contenu, conjugué, et doit être délivré à des professionnels pour qu'ils le fassent. Ce ne sont pas aux éditeurs de déterminer le contenu. C'est ce qui se fait, ce n'est pas leur métier. Oui, merci beaucoup. Malheureusement, on a débordé, mais c'est un sujet sur lequel on peut s'étendre beaucoup plus parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments, Merci. Monsieur Driss Khrouss, je rappelle que vous êtes professeur chercheur universitaire et ancien directeur de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, entre autres. Merci, cher monsieur. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, monsieur. De m'avoir invité sur ce sujet. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.